se retrouve pour continuer la lecture du livre Harry Potter et la Chambre des Secrets. On démarre avec une très belle illustration de visiblement Harry devant sa fenêtre. Chapitre 3. Le terrier. Ron, chuchota Harry en se glissant près de la fenêtre. Il souleva le panneau coulissant pour qu'il puisse se parler à travers les barreaux. Ron, comment t'as fait? Qu'est-ce que... Harry resta bouche bée lorsqu'il vit que Ron était penché à la fenêtre arrière d'une vieille voiture turquoise qui s'était immobilisée dans les airs. Merci beaucoup, mascotte, c'est très gentil. À l'avant de la voiture, Fred et George, les deux frères jumeaux de Ron, lui souriaient. Ça va, Harry? Qu'est-ce qui s'est passé? Demanda Ron. Pourquoi tu n'as pas répondu à mes lettres? Je t'ai invité à venir chez nous une bonne douzaine de fois. Et là-dessus, papa rentre à la maison et nous raconte que tu as reçu un avertissement pour avoir fait de la magie devant des moldus. Ce n'était pas moi. Et d'abord, comment l'a-t-il su? Il travaille au ministère, répondit Ron. Et tu sais très bien qu'on n'a pas le droit de faire de magie en dehors de l'école. Ça te va bien de dire ça, répliqua Harry en montrant la voiture volante. Oh, ça ne compte pas, dit Ron. On n'a fait que l'emprunter. Elle est à papa. Ce n'est pas nous qui l'avons trafiquée. Mais faire de la magie sous le nez des moldus, chez qui tu habites? Ce n'était pas moi, je te dis. Mais ce serait trop long à expliquer. Écoute-moi, est-ce que tu pourrais dire à Poudlard que les Dursley m'ont enfermé et qu'ils refusent de me laisser retourner à l'école? Je ne peux pas me sortir de là par une formule magique. Sinon, le ministère de la magie dirait que c'est la deuxième fois en 3 jours que j'enfreins le règlement. Alors... Arrête tes bavardages, diront. On est venu te chercher pour t'emmener à la maison. Alors oui, pour tous ceux qui se posent la question, en effet, je dis Ron. Parce que je le prononce comme je le prononçais quand j'étais petite, quand j'ai découvert les livres. Voilà, désolée si ce n'est pas la bonne prononciation. Et bienvenue à tous ceux qui arrivent. Mais toi non plus, tu n'as pas le droit de me délivrer par une formule magique. On n'en aura pas besoin, assura Ron en montrant ses deux frères d'un signe de tête. Tu oublies qui m'accompagne. Attache ça au barreau, dit Fred, qui lança à Harry l'extrémité d'une corde. Si les Dursley se réveillent, je suis mort, dit Harry en nouant solidement la corde autour des barreaux, tandis que Fred donnait de grands coups d'accélérateur.
se rapprocher le plus près possible de la fenêtre de Harry. Merci beaucoup. Merci pour le rose. Très gentil. Lorsque les barreaux eurent été déposés sur la banquette arrière, je viens de le lire, pardon. C'est le chat, il perturbe. Je suis désolée, elle va encore faire du bruit, je pense. Coucou à tous ceux qui rejoignent, bienvenue à vous. Allez, monte, dit Ron. Il faut que j'emporte mes affaires, dit Harry. Ma baguette magique, mon balai. Où elles sont? Dans un placard sous l'escalier, et la porte de ma chambre est fermée à clé. Pas de problème, dit George, qui était assis à côté de Fred. Laisse-nous passer. Fred et George se glissèrent alors avec précaution par la fenêtre de la chambre. Il valait mieux les laisser faire, pensa Harry, en voyant George sortir de sa poche une simple épingle à cheveux avec laquelle il entreprit de forcer la serrure. Merci beaucoup pour tous vos cadeaux, vous êtes adorables. Merci infiniment. Les sorciers pensent que c'est une perte de temps d'apprendre les astuces des moldus, dit Fred. Mais ils ont des techniques qui valent la peine d'être connues, même si elles sont un peu lentes. Il y eut un déclic et la porte de la chambre s'ouvrit. Bon, on va chercher ta valise. Pendant ce temps-là, prends tout ce qui peut être utile et passe-le à Ron, chuchota George. Faites attention à la dernière marche, elle craque, chuchota Harry aux jumeaux qui s'enfonçaient dans les ténèbres de l'escalier. Harry fit rapidement le tour de sa chambre en rassemblant ses affaires qu'il passa à Ron par la fenêtre. Puis il alla aider Fred et George à hisser sa grosse valise en haut de l'escalier. Harry entendit l'oncle Vernon tousser. Hors d'haleine, ils atteignirent enfin le palier du premier étage et transportèrent la lourde valise jusqu'à la fenêtre. Fred remonta dans la voiture pour aider Ron à la tirer à l'intérieur, tandis que Harry et George la poussaient de l'autre côté. Centimètre par centimètre, la valise glissa à travers la fenêtre de la voiture. L'oncle Vernon toussa à nouveau. Encore un peu, dit Fred, tout essoufflé. Pousse un bon coup. Harry et George pesèrent de tout leur poids contre la valise, qui bascula enfin sur la banquette arrière de la voiture. Ok, on y va, chuchota George. Mais au moment où Harry grimpait sur le rebord de la fenêtre, un cri aigu retentit derrière lui, suivi par la voix tonitruante de l'oncle Vernon. Cette fichue chouette! Oh, j'ai oublié Edwige. Harry retourna aussitôt à l'intérieur de la chambre. Au même moment, la lumière du couloir s'alluma. Il attrapa la cage d'Edwige, se rua vers la fenêtre, passa la cage à Ron et remonta sur le rebord à l'instant où l'oncle Vernon tambourinait à la porte, qui s'ouvrit à la volée. Pendant une fraction de seconde, l'oncle Vernon resta pétrifié à l'entrée de la chambre. Puis, il laissa échapper un beuglement de taureau furieux et plongea sur Harry en le saisissant par une cheville. Ron, Fred et George empoignèrent Harry par les bras et le tirèrent vers eux de toute leur force.
cheville glissa des mains de l'oncle Vernon. Pied au plancher, Fred hurla rond dès que Harry fut dans la voiture et qu'il eut claqué la portière. La voiture s'élança alors vers la lune. Harry avait du mal à le croire. Il était libre. Il baissa la vitre. Le vent de la nuit ébouriffa ses cheveux et il regarda les toits des maisons de Privet Drive s'éloigner derrière lui, les yeux ronds et la bouche grande ouverte. L'oncle Vernon, la tante Pétunia et le gros Dudley, tout droit penchés à la fenêtre de la chambre, regardaient la voiture s'élever dans les airs. Alors, désolé pour tous ceux qui trouvent que les prononciations sont mauvaises, je le redis. Je lis le livre comme je le lisais quand j'étais petite, à l'époque où les films n'existaient pas et où je me faisais ma propre prononciation. Pour moi, c'est cette prononciation qui est bonne. Certes, c'est pas celle des films, mais du coup, je le prononce comme ça. Désolée si ça peut vous énerver. Malheureusement, je ne ferai pas autrement. À l'été prochain, leur cria Harry. Les Weasley éclatèrent de rire et Harry s'installa confortablement sur la banquette, en souriant d'une oreille à l'autre. Laisse sortir Edwige, dit-il à Ron. Elle volera derrière nous. Il y a un temps fou qu'elle n'a pas eu l'occasion de se dégourdir les ailes. George donna à Ron l'épingle à cheveux et un instant plus tard, Edwige s'élançait avec bonheur par la fenêtre de la voiture qu'elle accompagna en planant comme un fantôme. Alors, raconte, Harry, dit Ron avec impatience. Qu'est-ce qui s'est passé? Harry leur raconta l'histoire de Dobby, l'avertissement qu'il lui avait donné et le triste sort du gâteau aux violettes. Un long silence stupéfait suivit son récit. Vraiment louche, tout ça, dit enfin Fred. Tout ce qu'il y a de plus bizarre, approuva George. Il ne t'a même pas dit qui est derrière ce complot. Je pense qu'il lui était impossible de le dire, répondit Harry. Chaque fois qu'il était sur le point de laisser échapper quelque chose, il se cognait la tête contre le mur. Il vit Fred et George échanger un regard. Vous croyez qu'il m'a raconté des histoires, dit-il. Les elfes de maison ont de grands pouvoirs magiques, répondit Fred. Mais d'habitude, ils n'ont pas le droit de s'en servir sans l'autorisation de leur maître. J'imagine que Dobby a été envoyé par quelqu'un pour essayer de t'empêcher de revenir à Poudlard. Quelqu'un qui voulait te faire une mauvaise farce. Tu ne vois pas qui pourrait t'en vouloir à l'école? Oh si, répondirent Harry et Ron d'une même voix. Drago Malfoy, dit Harry. Il me déteste. Drago Malfoy, dit George en se tournant vers lui. Ça ne serait pas le fils de Lucius Malfoy? Si, probablement. Ce n'est pas un nom très courant. Pourquoi? J'ai entendu papa parler de ce type, dit George. C'était un des plus proches partisans de tu sais qui. Je fais une petite aparté pour répondre à la question. Nous sommes sur le tome 2 de Harry Potter à l'école des sorciers, édition Mina Lima. Voilà, il coûte 35 € et je l'ai acheté à la FNAC. Et merci pour les follow, c'est très gentil.
ajouta Fred, en se tordant le cou pour regarder Harry. Lucius Malfoy est revenu en disant qu'il n'avait jamais voulu tout ça. Tu parles. D'après papa, il faisait partie des intimes de tu sais qui. Merci beaucoup pour la rose, c'est très gentil. Harry avait déjà entendu les rumeurs qui circulaient sur la famille de Malfoy et il n'en était pas surpris. À côté de Draco Malfoy, Dudley Dursley était un modèle de gentillesse, de sensibilité et de prévenance. Je ne sais pas si les Malfoy ont un elfe de maison, dit Harry. En tout cas, les maîtres de Dobby appartiennent sûrement à une vieille famille de sorciers et ils doivent être riches, dit Fred. Maman a toujours eu envie d'avoir un elfe de maison pour s'occuper du repassage, dit George. Mais tout ce qu'on a, c'est une vieille coule bouilleuse dans le grenier et des gnomes qui envahissent le jardin. Les elfes de maison, on les trouve dans les vieux manoirs ou les châteaux. Aucune chance d'en voir un chez nous. Harry resta silencieux. Draco Malfoy avait toujours tout ce qu'il voulait. Sa famille devait rouler sur l'or. Il imaginait très bien Malfoy se pavanant dans un vaste manoir et il était parfaitement capable d'employer un domestique pour essayer d'empêcher Harry de retourner à Poudlard. Harry avait été idiot de prendre Dobby au sérieux. En tout cas, je suis content qu'on soit venu te chercher, dit Ron. Je commençais à m'inquiéter sérieusement en voyant que tu ne répondais pas à mes lettres. Au début, j'ai cru que c'était la faute d'Errol. Errol, c'est notre hibou. Il est très vieux. Ce n'aurait pas été la première fois qu'il se serait évanoui d'épuisement en allant porter le courrier. Alors, j'ai essayé d'emprunter Hermès. Qui ça? Le hibou que mes parents ont offert à Percy quand il a été nommé préfet à Poudlard, dit Fred. Mais Percy a refusé de me le prêter, dit Ron. Il a prétendu qu'il en avait besoin. Percy est très bizarre depuis le début des vacances, dit George en fronçant les sourcils. Il envoie beaucoup de courriers et il reste presque tout le temps enfermé dans sa chambre. Mais on ne peut quand même pas passer toutes ses journées à astiquer son insigne de préfet. Tu vas un peu trop loin vers l'ouest, Fred, ajouta George en montrant sa boussole fixée au tableau de bord. Fred tourna légèrement le volant. Et votre père, il sait que vous avez pris la voiture? Demanda Harry. Non, répondit Ron. Il devait
coincé dans le nez. Papa a eu un travail fou ce jour-là. Ils ne sont que deux au bureau, lui et un vieux sorcier du nom de Perkins. Ils ont passé la soirée à jeter des sortilèges d'amnésie et des trucs comme ça pour que personne ne se souvienne de rien. Mais cette voiture, c'est ton père qui... Et là on voit une très belle illustration de la maison de la famille Wesley qui s'ouvre pièce par pièce. C'est trop beau, j'adore. Il y a ce petit coin. Je regarde bien s'il y en a d'autres. Il y a celui-là. Là, hop. Dans le petit grenier. Fred éclata de rire. Papa adore tout ce que fabriquent les moldus. Il a un garage plein de ces machins-là. Il les démonte, leur fait subir un tas de sortilèges et les remonte. S'il devait faire une perquisition dans sa propre maison, il serait obligé de se mettre lui-même en prison. Ça rend ma mère folle de rage. Voilà la grande route, dit Georges en regardant à travers le pare-brise. On sera arrivé dans 10 minutes. Il est temps, le jour commence à se lever. Une faible lueur rose se dessinait en effet à l'horizon. La voiture perdit de l'altitude et Harry aperçut une mosaïque de champs et de bosquets. On est tout près du village, dit Georges. Ça s'appelle Loudry Sainte-Chapsoul. Chassepoule. La voiture volante se rapprocha du sol. Un soleil rouge et brillant commençait à luire à travers les arbres. Atterrissage, annonça Fred. Ils touchèrent le sol avec un léger soubresaut et s'immobilisèrent à proximité d'un garage délabré qui s'élevait au milieu d'une petite cour. Harry vit alors, pour la première fois, la maison de Ron. On aurait dit une vaste porcherie qui aurait été agrandie au fil du temps. Haute de plusieurs étages, la maison paraissait si bancale qu'elle ne semblait tenir que par magie, ce qui était probablement le cas, songea Harry. 4 ou 5 cheminées se dressaient sur le toit rouge et un écriteau tordu, planté près de l'entrée, portait le nom de la maison. Le terrier. Des bottes entassées en désordre et un vieux chaudron rouillé encadraient la porte. Quelques gros boulets bien gras picoraient dans la cour. Ce n'est pas très luxueux, diront. Oh, c'est merveilleux, tu veux dire, s'exclama Harry d'un ton ravi en repensant à Private Drive. Ils sortirent de la voiture. Maintenant, on va monter là-haut sans faire de bruit, dit Fred, et on attendra que maman nous appelle pour le petit déjeuner. À ce moment-là, Ron, tu te précipiteras dans la cuisine en criant « Maman, regarde qui est arrivé cette nuit !» Elle sera ravie de voir Harry et personne ne saura jamais qu'on a emprunté la voiture. « D'accord, dit Ron. Viens Harry, ma chambre est... »
ceux qui viennent d'arriver, je le prononce comme je le prononçais quand j'étais petite et que j'ai découvert les bouquins. Je sais que ce n'est pas la même prononciation que vous, mais je garderai ma prononciation. Je suis désolée si ça ne vous plaît pas. Ron s'interrompit. Ses yeux se fixèrent sur la maison et son visage prit soudain une teinte verdâtre. Les trois autres firent aussitôt volte-face. Madame Wesley traversa la cour à grands pas, provoquant la panique parmi les poulets. La petite femme, replète, au visage bienveillant, semblait s'être brusquement transformée en une tigresse redoutable. « Aïe !» dit Fred. « Ouh là là !» dit George. Madame Wesley vint se planter devant eux, les mains sur les hanches, regardant alternativement chacun de ses trois fils qui baissait la tête d'un air coupable. Elle portait un tablier à fleurs avec une petite poche d'où dépassait une baguette magique. « Alors, dit-elle. « Bonjour, man, dit George en s'efforçant, sans grand succès, d'adopter un ton joyeux et conquérant. Est-ce que vous vous rendez compte que j'étais morte d'inquiétude, dit Madame Wesley dans un murmure impressionnant. Désolée, man, mais tu sais, il fallait que... Chacun des trois fils de Madame Wesley était plus grand qu'elle, mais ils semblèrent se ratatiner sur place lorsque sa rage explosa. Les lits vides, pas le moindre mot, la voiture disparue. Auriez pu avoir un accident, folle d'inquiétude, vous en fichez. Jamais vu ça. Attendez que votre père soit rentré. Jamais Bill, Charles ou Percy ne nous ont causé autant de soucis. Le préfet, Percy, marmonna Fred. Toi, tu ferais bien de t'inspirer de Percy un peu plus souvent, s'écria Madame Wesley en enfonçant l'index dans la poitrine de Fred. Vous auriez pu vous tuer, vous auriez pu vous faire repérer par les moldus, vous auriez pu faire perdre son travail à votre père. Elle sembla hurler ainsi pendant des heures. Enfin, lorsqu'elle se fut cassé la voix, elle se tourna vers Harry, qui eut un mouvement de recul. « Je suis vraiment très contente de te voir, Harry, dit-elle. Viens donc manger quelque chose. Tu dois avoir faim. » Elle tourna sur ses talons et rentra dans la maison. Harry lança un regard inquiet à Ron, qui lui fit un signe de tête pour l'encourager à la suivre. La cuisine était petite et encombrée. Une table et des chaises en bois brut. Merci pour vos messages, c'est adorable. Occupait le centre de la pièce. Harry s'assit sur le bord d'une chaise en regardant autour de lui. C'était la première fois qu'il pénétrait dans une maison de sorcier. La pendule accrochée au mur en face de lui n'avait qu'une seule aiguille et aucun chiffre. Tout autour du cadran, on pouvait lire diverses inscriptions. Heure du thé, heure de nourrir les poulets ou tu es en retard. 3 rangées de livres s'alignaient sur le manteau de la cheminée. Harry lut quelques-uns des titres. Comment ensorceler son fromage, la pâtisserie magique, festin minute en un coup de baguette. Une vieille radio posée à côté de l'évier annonça l'émission Salut les sorciers avec la célèbre chanteuse Célestina Moldubec. Dans un cliquetis de vaisselle, Madame
Wesley s'occupait à préparer le petit déjeuner avec de grands gestes désordonnés, jetant des saucisses dans la poêle et des regards furieux à ses 3 fils. De temps en temps, elle marmonnait quelque chose. Je me demande ce que vous avez dans la tête. Ou jamais je n'aurais pensé une chose pareille. Toi, tu n'y es pour rien, mon pauvre chéri, dit-elle à Harry en remplissant son assiette d'un gros tas de saucisses. Arthur et moi, nous nous faisions du souci à ton sujet. Hier soir encore, nous nous sommes dit que nous irions te chercher nous-mêmes si vendredi tu n'avais pas répondu à Ron. Mais quand même, elle rajouta 3 œufs au plat sur le tas de saucisses. Traverser la moitié du pays dans une voiture volante totalement interdite. N'importe qui aurait pu vous voir. Elle agita machinalement sa baguette magique en direction de l'évier, où la vaisselle entassée commença à se laver toute seule. Il y avait des nuages mants, dit Fred. Toi, tu ne parles pas la bouche pleine, répliqua sèchement Madame Wesley. Mais, il ne lui donnait rien à manger, dit George. Toi aussi, tu te tais. Madame Wesley paraissait un peu calmée lorsqu'elle coupa du pain qu'elle se mit à beurrer pour le donner à Harry. Au même moment, une petite silhouette aux cheveux roux, vêtue d'une chemise de nuit, apparut dans la cuisine, poussa un cri et ressortit en courant. C'est Ginny, dit Ron à voix basse en se tournant vers Harry. Ma sœur, elle a passé l'été à nous parler de toi. Elle veut ton autographe, Harry, dit Fred avec un sourire. Il croisa alors le regard de sa mère et baissa la tête sans ajouter un mot. Le silence régna jusqu'à ce que les 4 assiettes aient été vidées, ce qui ne mit guère de temps. « Ouh là là, je suis fatigué, dit Fred dans un bâillement en posant enfin son couteau et sa fourchette. Je crois que je vais aller me coucher et... Certainement pas, dit sèchement Madame Wesley. C'est entièrement ta faute si tu as passé la nuit sans dormir. Tu vas immédiatement aller dégnomer le jardin. Ces horribles créatures ont encore tout envahi. Oh, et vous deux, vous allez l'aider, reprit-elle en jetant un regard furibond à Ron et à George. Toi, tu peux aller te coucher, mon chéri, ajouta-t-elle à l'adresse de Harry. Ce n'est pas toi qui leur a demandé de prendre cette maudite voiture. Mais Harry n'avait pas du tout sommeil. Je préférerais aider Ron, dit-il précipitamment. Je n'ai jamais vu dégnomer un jardin. Merci pour vos messages et vos follow, c'est adorable. Oui, je fais la lecture chaque soir à 23h. C'est très gentil à toi, mon chéri, mais c'est un travail très ennuyeux. Voyons un peu ce que Lockhart dit à ce sujet. Elle prit un gros volume sur la cheminée. George poussa un grognement. On sait très bien dégnomer un jardin. Harry jeta un coup d'œil à la couverture du livre, écrit en lettres d'or, et lut Gilderoy Lockhart, le guide des créatures domestiques nuisibles. Au-dessous, une grande photo montrait un sorcier au visage séduisant, avec des cheveux blonds ondulés et des yeux bleu clair. Comme toujours dans le monde des sorciers, la photo était animée. Gilderoy Lockhart ne cessait de lancer des clins d'œil coquins autour de lui. Le visage de Madame Wesley rayonnait. Il est tellement merveilleux
merveilleux, dit-elle. Il sait tout sur les nuisibles. Oh, c'est un livre remarquable. Ment un faible pour lui, dit Fred dans un murmure parfaitement audible pour tout le monde. Allons, Fred, ne sois pas ridicule, protesta Madame Wesley, les joues rosissantes. Si vous pensez que vous en savez plus que l'Hogarth, allez-y, débrouillez-vous. Mais gare à vous si je trouve le moindre gnome dans le jardin quand j'irai faire mon inspection. Bâillant et ronchonnant, les frères Wesley sortirent d'un pas traînant, suivis par Harry. Le jardin était grand et correspondait exactement à l'idée que Harry se faisait d'un jardin. Les Dursley ne l'auraient pas aimé du tout. Il était envahi de mauvaises herbes et la pelouse avait grand besoin d'être tondue. Mais Harry était émerveillé par les arbres noueux plantés le long des murs et les massifs débordant de plantes et de fleurs qu'il n'avait encore jamais vus, sans compter la grande mare verte remplie de grenouilles. Les moldus aussi ont des gnomes dans leur jardin, dit Harry à Ron. Oui, j'en ai vu, dit Ron penché sur un massif de pivoine. Mais ce ne sont pas de vrais gnomes. On dirait des petits Pères Noël grassouillets, avec des brouettes et des cannes à pêche. Il y eut soudain une grande agitation dans les pivoines qui se mirent à remuer en tous sens, et Ron se redressa en tenant une créature à la main. « Ça, c'est un vrai gnome, dit-il d'un air sombre. Fiche-moi la paix, fiche-moi la paix, couina le gnome. Il n'avait en effet rien à voir avec un Père Noël. Il était petit, avec une peau comme du cuir et une grosse tête chauve couverte de verrues qui ressemblait à s'y méprendre à une pomme de terre. Ron le tenait à bout de bras, tandis que la créature essayait de lui donner des coups de ses petits pieds noueux. Ron l'attrapa par les chevilles et le retourna, la tête en bas. « C'est comme ça qu'il faut s'y prendre, » dit-il. Il leva le gnome au-dessus de sa tête, « Fiche-moi la paix !» et le fit tourner comme un lasso. En voyant l'expression choquée de Harry, Ron expliqua. Ça ne leur fait pas mal. Simplement, il faut leur donner le tournis pour qu'ils ne retrouvent plus le chemin de leur trou à gnome. Il lâcha les chevilles de la créature. Celle-ci fit alors un vol plané de plusieurs mètres et atterrit avec un bruit sourd dans le champ qui s'étendait de l'autre côté de la haie. « Ridicule, dit Fred. Je te parie que j'arrive à lancer le mien plus loin que la souche d'arbre, là-bas. » Harry apprit très vite à ne pas trop éprouver de pitié pour les gnomes. Il décida de laisser simplement tomber de l'autre côté de la haie le premier qui l'attrapa. Mais le gnome, sentant une faiblesse de sa part, lui planta dans le doigt ses dents tranchantes comme un rasoir, et Harry dut secouer frénétiquement sa main pour essayer de lui faire lâcher prise, jusqu'à ce que... Bravo Harry, tu l'as lancé au moins à 15 mètres. Bientôt, les gnomes se mirent à voler en tous sens. Ils ne sont pas très malins, dit George, qui en avait attrapé 5 ou 6 d'un coup. Dès qu'ils s'aperçoivent que le dégnommage a commencé, ils sortent de leur trou pour regarder ce qu'il se passe. Depuis le temps, on pensait qu'ils auraient appris à se cacher. La foule des gnomes qui avaient atterri dans le champ s'éloignait en désordre, le dos rond, la démarche incertaine. Ils reviendront, diront, en les regardant disparaître dans la haie.
trop gentil avec eux. Il les trouve drôles. Au même instant, la porte de la maison claqua. Ils traversèrent le jardin. Il est revenu, dit Georges. Papa est rentré. Ils traversèrent le jardin en courant et retournèrent à l'intérieur de la maison. Monsieur Weasley était affalé sur une chaise de la cuisine. Il avait enlevé ses lunettes et fermé les yeux. Il était mince et presque chauve, mais les quelques cheveux qui lui restaient étaient aussi roux que ceux de ses enfants. Monsieur Weasley était vêtu d'une longue robe verte de sorcier, couverte de poussière et usée par les longs voyages. « Quelle nuit !» marmonna-t-il en attrapant la théière à tâtons. Tout le monde s'assit autour de la table. « 9 interventions !» s'exclama Monsieur Weasley. « 9 ! Un certain Mundungus Fletcher a essayé de me jeter un sort pendant que j'avais le dos tourné. » Il avala une longue gorgée de thé et poussa un profond soupir. « Tu as trouvé quelque chose, papa ?» demanda Fred, avec intérêt. « Oh, quelques clés rétrécissantes et une bouilloire mordeuse, » répondit Monsieur Weasley en bâillant. Il y eut pas mal de sales histoires qui ne relevaient pas de mon département. Mortleg a dû répondre à quelques questions concernant des furets très étranges, mais c'est du ressort de la commission des sortilèges expérimentaux. Dieu merci. Qui est-ce qui s'amuse à fabriquer des clés rétrécissantes ? S'étonna Georges. Oh, c'est un simple attrape-moldu, soupira Monsieur Weasley. Ils leur vendent des clés qui finissent par disparaître à force de rétrécir, et les moldus n'arrivent plus à remettre la main dessus. Bien sûr, il est très difficile de faire condamner qui que ce soit. Aucun moldu ne voudra jamais admettre que ces clés rétrécissent. Ils sont persuadés qu'ils les ont perdues. Heureusement, ils sont prêts à croire n'importe quoi quand il s'agit de nier la magie, même lorsqu'elle leur crève les yeux. Mais c'est fou le nombre d'objets que les sorciers s'amusent à transformer. Les voitures, par exemple. Madame Weasley venait d'apparaître dans la cuisine. Elle tenait à la main un long tisonnier qu'elle brandissait comme une épée. Monsieur Weasley ouvrit soudain des yeux ronds et regarda sa femme d'un air coupable. Et nous avons une très belle illustration de Monsieur Weasley à table. Il ne sert à rien de pleurer sur de la potion renversée. Oui, c'est Harry Potter 2. Merci pour vos messages, vous êtes adorables. Les voitures, ma chérie. Parfaitement, Arthur. Les voitures, dit Madame Weasley, les yeux flamboyants. Imagine un sorcier qui achèterait une vieille voiture rouillée en disant à sa femme qu'il veut simplement la démonter pour voir comment c'est fait, alors qu'en réalité, il s'amuse à la trafiquer pour la faire voler. Monsieur Weasley cligna des yeux. Tu sais, ma chérie, un sorcier qui ferait ça ne violerait pas la loi, même si il aurait dû dire la vérité à sa femme. Il y a une lacune dans la loi quand on y regarde de près. Du moment qu'il n'a pas l'intention de faire voler la voiture, le fait qu'elle puisse voler ne... Arthur Weasley, c'est toi qui t'es arrangé
pour qu'il y ait une lacune dans la loi lorsque tu l'as rédigée, s'écria Madame Wesley. Simplement pour que tu puisses continuer tes bricolages avec tous ces machins de moldus qu'il y a dans ton garage. Et pour ton information personnelle, je te signale que Harry est arrivé ce matin dans la voiture que tu n'avais pas l'intention de faire voler. Harry, dit Monsieur Wesley sans comprendre. Harry qui? Il regarda autour de lui et sursauta en voyant enfin Harry. Dieu du ciel, c'est Harry Potter. Ravi de faire ta connaissance. Ron nous a tellement parlé de toi. Tes fils sont allés chercher Harry chez lui dans cette voiture volante, s'exclama Madame Wesley. Alors, qu'est-ce que tu dis de ça? Vraiment, vous l'avez faite voler, dit Monsieur Wesley, très intéressé. Et elle a bien marché. Je veux dire, balbutia-t-il en voyant les yeux de sa femme lancer des éclairs. C'est très mal, les enfants. Vraiment très mal. Viens, il vaut mieux les laisser, chuchota Ron à l'oreille de Harry, tandis que Madame Wesley enflait comme un crapaud buffle. Je vais te montrer ma chambre. Ils se glissèrent hors de la cuisine et suivirent un couloir étroit jusqu'à un escalier aux marches bancales qui montait en zigzag dans les étages. Au deuxième, une porte était entr'ouverte. Harry eut le temps d'apercevoir des yeux bruns brillants qui le regardaient, puis la porte se referma en claquant. Ginny, dit Ron, c'est vraiment bizarre qu'elle soit si timide. D'habitude, on n'arrive pas à la faire taire. Ils montèrent encore 2 volets de marche, avant d'arriver devant une porte à la peinture écaillée, sur laquelle était écrit « Chambre de Ronald ». Harry entra dans la pièce. Sa tête touchait presque le plafond, incliné, qui épousait la forme du toit. Ébloui, il cligna des yeux. Il avait l'impression d'avoir pénétré dans une fournaise. Presque tout dans la chambre de Ron avait une couleur orange vif. Le couvre-lit, les murs et même le plafond. Harry remarqua alors que Ron avait presque entièrement recouvert le papier miteux des murs avec des affiches représentant 7 mages et sorcières, toujours les mêmes, tous vêtus de robes oranges et tenant à la main des balais qu'ils brandissaient avec énergie. « C'est ton équipe de Quidditch préférée ?» demanda Harry. « Les canons de Chudley » dit Ron en montrant le couvre-lit orange brodé de 2 grands C et d'un boulet de canon. Ils sont 9e au championnat. Les livres de magie de Ron étaient entassés en désordre à côté d'une pile de BD qui semblaient toutes avoir pour héros Martin Mix, le moldu fou. La baguette magique de Ron était posée sur un aquarium rempli de têtards, installé sur le rebord de la fenêtre, à côté de Groutard, son gros rat gris, qui somnolait dans un rayon de soleil. Harry enjamba un jeu de cartes autobattante étalé sur le sol et regarda à travers la minuscule fenêtre. Dans le champ, tout en bas, il aperçut une bande de gnomes qui se glissaient un par un à travers la haie du jardin des Wesley. Il se tourna ensuite vers Ron, qui le regardait d'un air anxieux, comme s'il attendait son opinion. « C'est un peu petit, dit précipitamment Ron. Pas comme la chambre que tu avais chez les Moldus. Et je suis juste sous le grenier où habite la goule. Elle n'arrête pas de taper sur les tuyaux